bonjour à celles et ceux qui nous écoutent. Bienvenue au Maître Cube, le podcast qui parle de cubes et plus généralement du jeu de cartes Magic l'Assemblée. Je suis Lucas, votre hôte, et exceptionnellement, j'anime seul cet épisode. Aujourd'hui, nous continuons notre série 20 années, 20 leçons. Cette série qui parle des 20 leçons de Mark Rosewater, donc le lead game designer de Magic the Gathering, et qui, au cours de sa longue carrière, a appris énormément de choses et nous les a partagées justement en résumant en 20 leçons, en quelque sorte 20 grands principes de game design, et c'est ensemble que nous allons les regarder. Aujourd'hui, on va parler de la 3e leçon. La dernière nous avait emmené jusqu'à Avacyn ressuscité en 2012. Eh bien, nous allons rester avec ce fameux bloc Innistrad, qui donc s'est étalé entre 2011 et 2012. C'est un bloc donc constitué de 3 éditions et qui parle d'horreur gothique. Par horreur gothique, j'entends des zombies, des loups-garous, des vampires. C'est tout ce qu'on peut se raconter justement dans ces vieux contes, ces vieilles histoires qui font peur. Et en même temps, c'est aussi toute une littérature, pas seulement de la pop culture. Bref, un univers au final réinventé par Wizards of the Coast, réinventé, mais pas tant que ça. En effet, on parle de top-down, de bloc top-down. Qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, pour faire simple, dans le langage du jeu de cartes à collectionner, ça signifie surtout qu'on va essayer de designer, de créer en partant du thème. Et comment est-ce qu'ils ont fait ça ? Eh bien, une des manières qu'ils ont eu de créer des cartes, ça a été, au tout début du processus, de poser sur un tableau des dizaines de noms de cartes, des noms de cartes potentielles, juste des noms cool, en se disant, est-ce que ce serait pas chouette d'avoir une carte qui s'appelle ça, etc. Et donc, à chaque fois, en se disant, qu'est-ce que ce thème vous évoque ? Dans les noms de cartes en question, on a eu Chat Noir, Jumeau Maléfique, Pieu de Bois, Séance, Poupée Sinistre, Apocalypse Zombie, ou encore Perdu dans les Bois. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, une fois que la poussière retombe, alors on l'a déjà dit, le bloc Innistrad, c'était un bloc très populaire dans l'histoire de Magic. Et bien ce qui est intéressant, c'est de voir que la plupart des cartes mémorables, des cartes les plus populaires de cette édition, je ne parle pas nécessairement des cartes les plus fortes, vraiment celles juste que les joueurs et les joueuses ont retenues, eh bien elles ont émergé de ces noms-là. La raison pour laquelle ces cartes sont mémorables, la raison pour laquelle ces cartes ont marqué les esprits, c'est justement grâce à notre 3e leçon. Pourquoi ? C'est parce que la résonance est importante. La résonance est importante, qu'est-ce qu'on entend par là ? Eh bien, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que nos joueurs et nos joueuses, quand ils arrivent à une table, quand ils arrivent justement auprès de nous, ils arrivent avec un bagage. Du coup, comme ils arrivent avec justement plein de choses déjà en eux, en tant que designer, nous, en fait, on n'a pas besoin de tout créer à partir de rien. Notre public, il possède déjà de très fortes réponses émotionnelles sur lesquelles on peut s'appuyer. Dans l'exemple du bloc Innistrad, comme je l'ai dit juste avant, Magic n'a pas inventé les zombies. C'est-à-dire que la notion même de zombie, le concept de zombie, il est ultra ancré dans les connaissances du public, notamment grâce à la pop culture. On a des décennies de films et de livres sur les zombies. Des séries comme The Walking Dead qui ont évidemment marqué toute une génération. Et des œuvres comme ça, on en a plein. The Last of Us, etc. Avec plein de takes différents sur les zombies. Donc, quand on dit le mot zombie, quand on montre une image de zombie, c'est pas juste le mot, c'est pas juste l'image que votre public y voit, que votre public y ressent. En fait, associé à ça, il a toute sa culture, tout ce que lui met derrière ce mot et qu'il a accompagné depuis peut-être des dizaines d'années. C'est grâce à ces connaissances du public, justement grâce à cet héritage, que Magic a pu créer une expérience engagée, puissante et évocatrice. Faut savoir que notre public, il a un attachement très fort à ce qu'il connaît déjà, à son passé, son histoire, sa culture. Et si on arrive à s'en servir,
l'attachement que nos joueuses auront envers notre jeu n'en sera que plus fort. Si on résume, une personne qui vient s'asseoir à notre table, elle arrive avec énormément de choses qui sont là dans sa tête, qui sont déjà là. Et si on arrive à s'en servir, alors on pourra lui créer une réponse émotionnelle beaucoup plus forte, beaucoup plus intense. La résonance est importante. Ça, c'est l'expérience de Mark Rosewater. Et à travers justement les nombreuses éditions qu'il a pu créer, il s'est vite rendu compte, au fur et à mesure, à quel point ces réponses émotionnelles, justement, c'est ce terreau dans lequel venaient s'ancrer les créations de Wizards of the Coast, étaient importantes et fondatrices des émotions que ressentent les joueuses et les joueurs. De mon côté, dans ma propre plus petite expérience en tant que cube designer, j'ai pu me rendre compte de beaucoup de choses similaires à travers mes propres cubes. Le premier exemple que je vais vous donner, c'est évidemment, vous vous en doutez pour ceux qui me suivent depuis déjà un petit moment, c'est mon cube archéologique. Mon cube archéologique, ou l'archéocube, c'est un cube centré autour de la thématique des cités perdues, Indiana Jones, Tomb Raider, ce mythe autour d'explorer des contrées inconnues, de trouver des trésors mythiques et de survivre à des dangers tapis au plus profond de la jungle. La principale raison qui m'a poussé à créer ce cube, déjà, c'est parce que moi, j'avais un bagage très fort lié à ça. C'était un thème qui était très évocateur pour moi. Et lorsque j'ai cherché à construire ce cube, dans les cartes que j'ai sélectionnées, les illustrations que j'ai choisies, les frames que j'ai choisis, je me suis appuyé de toutes ces connaissances préexistantes que j'avais à ma disposition. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment mes joueurs et mes joueuses se sont emparés de ce cube justement en y jouant. Certaines cartes sont moins évocatrices que d'autres. Certaines, à l'inverse, communiquent immédiatement leur idée, immédiatement leur concept. Le trope du boulet géant qu'on a au tout début d'Indiana Jones, ou bien la mécanique d'exploration qui donne cette impression de progresser dans une jungle, le fait de déterrer des trésors, la notion du monde perdu avec des créatures préhistoriques qui sont encore là, comme dans un monde suspendu en dehors du temps. Quand j'ai créé ce cube, j'ai pris soin que les mécaniques, les archétypes, pas seulement les cartes individuellement, racontent une histoire. Quand j'essaye de mettre en place un archétype autour des artefacts et du fait de récupérer des artefacts du cimetière, c'est parce que ce qu'on vient raconter, c'est le fait de déterrer des artefacts antiques, de les faire émerger à la lumière du jour. Ce travail minutieux qui permet d'exhumer des trésors rares. Quand je parle d'un archétype d'explorateur, ce n'est pas seulement la mécanique d'exploration, c'est le fait d'aller creuser, c'est le fait d'aller au devant du danger, c'est vaincre des pièges, c'est s'équiper pour partir à l'aventure. Quand je parle de dinosaures, c'est justement, encore une fois, ce mythe des créatures antiques, des créatures préhistoriques, perdues dans l'abîme du temps et qui, en fait, pour une raison inconnue, sont encore là, dans cette espèce de havre isolé du monde. Et quand j'évoque des dieux très anciens, des puissances maléfiques enfouies, effectivement, c'est, encore une fois, de jouer autour de films d'horreur qui ont marqué des générations. La Momie, tous ces films-là qui viennent justement raconter le destin de pauvres explorateurs, de pauvres archéologues qui ne se doutaient pas de ce qui les attendait et qui se font rattraper par la peur et la mort. Et c'est tout ça ensemble qui crée une expérience profondément émotionnelle et pas uniquement intellectuelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que le thème n'est pas le seul élément qui peut être résonnant. Ça peut être une façon très réductrice de comprendre cette notion. Et c'est pour ça que j'ai une autre anecdote à vous partager. Et cette anecdote, c'est celle de mon Simple Cube. Lorsque j'ai créé ce cube, pour ceux dont c'est le premier épisode, mon Simple Cube est un de mes cubes, et en l'occurrence, son concept, c'est que c'est un bar cube, c'est-à-dire un cube où il n'y a ni jeton, ni marqueur, et j'ai tenté de pousser le concept encore plus loin pour avoir un gameplay fluide et élégant.
c'est qu'il n'y a aucune manière de mélanger son deck. Donc une fois que vous avez commencé votre partie, vous ne touchez plus à votre deck à part pour faire de la pioche ou du regard, etc. Et toutes les cartes sont en français, avec une frame moderne, possèdent un reminder text si ce ne sont pas des capacités evergreen. Bref, l'enjeu c'est d'avoir un cube accessible, fluide et élégant à jouer. D'un point de vue de la complexité, je me contrains aussi évidemment en essayant de ne pas avoir des pavés de texte. Et surtout, le point dont je vais vous parler, c'est que j'essaye d'avoir des cartes emblématiques, des effets iconiques de Magic. Rapidement, l'objectif avec ce cube, ça a été aussi d'initier des personnes de mon entourage au cube, puisque c'est mon format préféré, et que je voulais une passerelle, une porte d'entrée pour un format qui de base n'est pas si accessible. Le problème de la plupart des cubes, c'est que même si certaines cartes sont connues du plus grand public, ou en tout cas des gens qui s'intéressent un petit peu à Magic, le problème, c'est qu'en ayant des cartes de toutes les époques de Magic, on se retrouve à avoir des cartes de plus en plus compliquées avec les cartes récentes, mais aussi des mécaniques extrêmement différentes, extrêmement variées, et ça ajoute évidemment à la complexité du draft. C'est pour cette raison que j'ai essayé de me dire, est-ce que j'essaierais pas d'avoir des choses iconiques qui respectent mes contraintes? Et c'est là où je me suis rendu compte que non seulement les cartes iconiques avaient cet avantage esthétique, mais qu'elles aidaient énormément à l'accessibilité du cube, mais pas que. Ces cartes créaient un attachement plus fort à ce cube que si j'avais mis d'autres cartes moins classiques, parfois même plus fortes. Si on prend par exemple des cartes comme Clone, Saisie des pensées, Acte de trahison, Chasseur chassé ou Pacifisme, ces cartes-là nous ont marqués. Ces cartes-là sont emblématiques parce que même si ce ne sont pas les versions les plus efficaces de ces effets aujourd'hui, eh ben pour la plupart, ce sont les premiers. Et si ce ne sont pas les premiers, ce sont les plus purs, les plus évidents. Ce que ça permet, c'est que des joueurs qui débutent, eux, ont une notion extrêmement évidente de l'effet. Quand je vous dis pacifisme, vous savez tout de suite ce que ça vient dire. La créature ne va pas attaquer. Je viens de la pacifier. Mais en même temps, je lui fais pas de mal. C'est normal que la créature ne soit pas détruite. Quand je vous dis clone, vous comprenez immédiatement ce que ça signifie. Et pour les joueurs plus aguerris, qui jouent à Magic depuis plus longtemps, jouer un clone, jouer un acte de trahison, mais c'est aussi une manière de remonter dans le temps. C'est aussi une manière de se reconnecter avec les émotions de l'époque, de quand on a découvert le jeu, de quand on a découvert ces mécaniques-là. Tout ceci contribue à un attachement émotionnel, une réponse émotionnelle. Donc, même si votre cube n'a pas un thème particulièrement fort que vous pouvez développer, ça ne veut pas dire que la résonance n'est pas importante pour autant. Maintenant que mon expérience personnelle a été mise sur la table, je vais essayer de vous donner quelques conseils pour utiliser cette leçon à votre avantage dans votre cube building de manière générale. Mon premier conseil, même si, comme je vous l'ai dit juste avant, ce n'est pas un indispensable, c'est d'avoir un ou des thèmes forts qui s'expriment à travers de nombreuses cartes de votre cube. Quand je parle d'un thème, il peut être plus ou moins explicite, mais je vous encourage, si vous avez envie d'essayer d'intégrer un thème à votre cube, d'y aller à fond. Essayez de faire en sorte que le plus d'éléments possible de votre cube répondent à ce thème, résonnent avec votre thème, mais pas à la même résonance pour le coup. Ce thème que vous allez choisir, s'il est perceptible par votre public, ce qu'il faut que vous compreniez, même si je vous le rabâche un petit peu, c'est que votre public, lui aussi, va avoir sa propre vision, sa propre histoire, sa propre résonance avec votre thème. Votre thème, peut-être que pour vous, il vous évoque certaines choses, et il y a fort à parier que ça va beaucoup overlap avec votre public, mais pour votre public, il va évoquer encore d'autres choses. Et c'est ce que vous voulez. Vous voulez que votre public se retrouve dans le thème, que lui aussi, ce soit un thème évocateur pour lui, que ce soit un thème dans lequel il soit capable de se projeter et avec lequel il puisse faire des liens, des connexions, dans lequel il puisse s'ancrer grâce à sa culture.
Si vous choisissez de faire un cube qui se passe dans un monde enneigé, eh bien à ce moment-là, votre public, ça va lui rappeler l'Everest, l'Himalaya, l'Antarctique, tous ces mythes d'explorateurs qui vont dans un monde désolé, un monde de glace. Ça va peut-être leur rappeler Game of Thrones avec justement ce qu'il y a au-delà du mur. Et toutes ces œuvres qui les ont construites, c'est quelque chose auquel ils vont pouvoir se rattacher. Si vous faites un cube centré autour de certains types de créatures, comme par exemple des elfes, des gobelins, des dragons, c'est la même chose. Votre public, lui aussi, il a son propre attachement et ses propres racines liées à ces thématiques-là et à ces évocations-là. Donc, même si ce n'est pas du tout un indispensable, moi je vous recommande d'essayer d'intégrer des éléments de thème quand ça peut avoir du sens et que votre cube n'est pas exclusivement drivé autour de notions mécaniques, que ce soit pas uniquement un cube avec des gimmicks mécaniques, parce qu'encore une fois, ça a tendance à créer une réponse émotionnelle beaucoup plus forte auprès de votre public que si vous dites, comme par exemple c'est mon cas sur mon autre cube, si vous dites juste c'est un cube artefact, eh bien vous n'aurez pas du tout la même réponse émotionnelle que si jamais vous expliquez c'est un cube où on va faire des combats de robots géants. Peut-être que dans les deux cas, c'est un cube avec des synergies artefacts, mais le message, la projection mentale et la résonance n'est pas du tout la même. La deuxième chose, et c'est lié en fait au thème, mais pas que, parce que vous pouvez avoir une absence de thème et pour autant que ce conseil fonctionne, je vous conseille d'avoir un nom de cube extrêmement évocateur. Nommer son cube, c'est pas une mince affaire. En ce qui moi me concerne, je suis pas un spécialiste, donc je vais pas vous raconter d'histoire et vous dire que les noms de mes cubes sont ultra évocateurs. Je dirais même que c'est vraiment pas mon point fort parce que j'ai tendance à privilégier des noms de cubes un petit peu, sans équivoque, où vraiment il y a le nom du cube, bah, ça dit ce que c'est, plutôt qu'un cube qui raconte vraiment quelque chose. Quand je dis le simple cube, bon bah voilà, vous comprenez de quoi il s'agit, mais c'est pas forcément ultra équivoque. Alors que par contre, un cube qui s'intitule le journal de Tamio, ou bien la piscine à balles, là tout de suite, c'est extrêmement évocateur. Et encore une fois, on parle de résonance. Votre public, quand vous lui dites la piscine à balles, à quoi il pense ? Il pense pas tout de suite au chromatic sphere. C'est pas tout de suite ça qui va lui venir à l'esprit. Par contre, ce à quoi il va penser, c'est la notion de chaos, le fait d'un retour dans l'enfance, la notion de se dépatouiller au milieu d'un truc où on essaie de faire un peu comme on peut. Et ça, c'est là la force d'un nom évocateur, c'est que ça vous projette déjà dans votre expérience, que ça vous ancre émotionnellement quelque chose. Si ça vous rapporte à votre enfance, vous allez être dans une optique plus ludique, plus joueuse. Si ça vous emmène dans quelque chose d'horrifique, de sombre, de plus sérieux, peut-être que là, c'est d'autres types d'émotions que vous allez aller chercher et ça vous conditionne avant même que le draft n'ait commencé. Je vous conseille de privilégier une carte très connue à sa variante légèrement améliorée mais obscure. Je vous donnais l'exemple de pacifisme. Pacifisme, c'est vraiment beaucoup moins fort que pétrification. Pétrification, c'est une carte qui est sortie en Caverne perdue d'Ixalan et qui concrètement, ça peut enchanter et une créature et un artefact et ça empêche les capacités. Bref, c'est vachement mieux, c'est sûr. Le truc, c'est que pacifisme, ça évoque beaucoup plus de choses pour justement des joueurs et des joueuses qui jouent à Magic depuis longtemps que pétrification. Alors dans les deux cas, on a un nom qui lui est assez évocateur, c'est-à-dire la notion de pétrifier quelque chose, il peut plus bouger. Donc ça reste quand même une bonne carte qui est bien designée et qui exprime clairement ce qu'elle veut faire et ce qu'elle veut dire. Mais le truc, c'est que, comme je l'ai expliqué, il y a plusieurs manières d'effectuer de la résonance. Et vous aurez tendance à parler à un public beaucoup plus large et d'avoir des réponses émotionnelles beaucoup plus fortes, même pour des cartes qui sont justement un peu moins bien, si vous utilisez des cartes qui ont un historique et qui justement vont, encore une fois, résonner avec votre public. Je parlais de l'historique de ces cartes-là, mais j'ai un petit peu évoqué leur nom. Et bien de la même manière, je vous incite à privilégier des mécaniques qui ont du sens, des mécaniques qui racontent quelque chose. Quand je vous parlais de la mécanique d'exploration, il s'agissait pas seulement de son nom, mais c'est aussi concrètement ce que vous faites. Vous regardez la première carte de votre deck, vous explorez votre deck.
Si jamais c'est pas un terrain, vous choisissez de la garder ou non. D'une certaine manière, c'est choisir si jamais vous tournez à droite ou si vous tournez à gauche. Et si jamais c'est un terrain, vous avancez dans votre voyage et vous piochez la carte. Cette mécanique est extrêmement évocatrice. Et des mécaniques comme ça, j'en ai plein à vous proposer. La mécanique de prédiction à l'époque de Kaldheim, qui vous donne effectivement cette sensation de « je prévois un sort que je vais lancer plus tard ». Tu ne sais pas encore ce que c'est, mais moi, je le sais. Je prédis que ça va arriver. La mécanique de regard, tout simplement, qui est une des mécaniques les plus évocatrices du jeu. Vous regardez la carte du dessus de votre deck pour savoir si vous voulez la garder. Le flashback. Flashback, c'est une mécanique tellement ancienne et tellement évocatrice. Vous regardez en arrière. Vous réutilisez une carte qui vous a déjà servi. Arme vivante, qui était sortie en nouvelle Phyrexia et qui vous proposait d'avoir des équipements qui sont animés tout seuls, qui équipent des germes 0-0 parce que l'arme bouge d'elle-même. Vous avez la mécanique de mentor, qui explique le fait d'entraîner des personnes moins compétentes que vous en leur montrant l'exemple. Si vous êtes plus fort et que vous attaquez avec elles, alors vous allez pouvoir les rendre plus fortes et les tirer vers le haut, les emmener dans votre sillage. Enfin, la mécanique de miracle, encore une fois, la notion de si seulement c'est la bonne carte que j'arrive à piocher maintenant et si je la révèle, bah, miracle, incroyable. Toutes ces mécaniques sont extrêmement évocatrices et si jamais vous les incluez dans votre cube plutôt que des mécaniques qui justement sont un petit peu plus fades ou en tout cas racontent moins de choses, eh bien là encore, ça favorisera une réponse émotionnelle de la part de votre public et globalement, c'est ça qu'on veut. Petite mention honorable, c'est presque un peu borderline et c'est pas évocateur pour tout le monde, mais je voulais parler des cartes de champion du monde. Il y a des cartes dans l'histoire de Magic qui ont une histoire, qui ont un passif, et je parle évidemment des cartes d'invitationnel, puis des cartes de champion du monde, des cartes qui sont à l'effigie des plus grands joueurs de l'histoire de Magic. Récemment, on a la carte de J-Rock, Formidable Speaker, mais en fait des cartes comme ça, il y en a plein. Pourquoi est-ce qu'on dit Bob ? Mais c'est parce que il s'agit du joueur professionnel qui s'appelait Bob, tout simplement. Obscur Confident, c'est pas n'importe qui. Et des cartes comme ça, il y en a plein. Snapcaster Mage, Meddling Mage, Avalanche Rider. Toutes ces cartes-là ont été faites à la mémoire des joueurs qui ont marqué l'histoire de Magic. Et même si tous les joueurs et les joueuses qui joueront votre cube n'auront pas forcément ces références, en effet, sur les anciennes d'entre elles, il n'y a pas marqué le nom de la personne. Ça, c'est plus récent. Je crois que la première, c'était celle de Javier Dominguez, qui en Eldraine. Mais avant cela, leur nom n'était pas directement écrit sur la carte. Aujourd'hui, c'est le cas, et je pense que c'est une très bonne chose. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que si jamais quelqu'un qui n'a pas suivi la scène compétitive à l'époque voit Formidable Speaker, eh bien, il peut voir sur la carte que c'est Jean-Emmanuel Desprats qui a gagné le championnat du monde de Magic. Et ça, mine de rien, quand on parle de bagage, quand on parle du poids qu'ont certaines cartes, quand on parle d'histoire, quand on parle d'émotion, ben mine de rien, ça aussi, ça y contribue vachement. Terminons cet épisode avec notre section Sous les radars, où on parle de cartes jouées dans moins de 1% des cubes sur Cube Cobra. Aujourd'hui, je vais un peu tricher et je ne vais pas parler d'une seule carte. J'essaye encore une fois de parler de cartes qui ont un rapport avec la thématique du jour, avec la leçon du jour. Et aujourd'hui, je suis très fier de moi parce que j'ai trouvé non pas une, mais plusieurs cartes avec évidemment un grand point commun qui répondent à la leçon du jour. Et j'ai tellement hâte de vous en parler. Les cartes dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont les cartes avec une mécanique unique du bloc Amonkhet. Je parle des cartes avec répercussion ou aftermath en anglais. Répercussion, qu'est-ce que c'est comme mécanique ? Répercussion est une capacité qui vous permet de lancer un sort exclusivement depuis votre cimetière. C'est-à-dire que, en fait, vous avez un sort, d'accord ? Vous avez une carte
Et dans la deuxième moitié de la carte, vous avez un autre sort. C'est pas comme le flashback, ça vous permet pas de relancer le premier sort, c'est un deuxième sort que vous ne pouvez jouer que lorsque cette carte est dans votre cimetière. Donc il y a deux manières de jouer ces cartes. Évidemment, soit cette carte va se retrouver dans votre cimetière parce que vous l'avez défaussée, parce que vous l'avez meulée, et ça vous donne accès au deuxième sort, ou bien la méthode la plus classique, et c'est celle qui nous intéresse, vous jouez d'abord la première partie du sort, voilà le premier sort de la carte, et une fois que la carte est dans votre cimetière, vous pouvez jouer ce tour-ci ou lors des tours suivants, la deuxième moitié de la carte. C'est une sorte de nouveau take sur les doubles cartes, et je trouve que ce take est extraordinaire et est extrêmement résonnant. Pourquoi ? Eh bien, en fait, si on regarde les noms de ces cartes, je vais vous en citer quelques-unes, on se rend compte d'un pattern. Alors, en général, les traductions françaises sur ces cartes-là, je les trouve un petit peu décevantes. Certaines, ça marche bien. Certaines, ça marche un peu moins bien. Donc, à chaque fois, je vais vous dire la version anglaise. On a préparation, qui ensuite, avec Aftermath, devient combat. Et donc, ça fait prepare et fight. On a raison et croire. Ça fait reason et believe. Ensuite, on a broyer et cendre, mais en anglais, c'est grind et dust. Reléguer, oubliette, consign, oblivion. Début et fin, start et finish. Ce qu'on commence à comprendre, c'est que c'est pas prepare and fight, c'est prepare to fight. Reason to believe, grind to dust, consign to oblivion. Le concept de ces cartes, c'est qu'elles vous racontent une histoire. Chacune de ces cartes vous donne une histoire en deux parties, la construction narrative avec mécaniquement des choses qui se répondent. Préparation est un combat trick qui vous permet de dégager votre créature et de lui donner plus de et le lien de vie. Et fight vous permet de faire combattre votre créature, de la faire fight avec une autre créature. Vous préparez votre créature pour l'assaut, vous lui donnez de l'endurance et de la force, et ensuite vous fightez avec une autre créature, vous regagnez des points de vie, vous tuez la créature adverse. Incroyable. Vous avez Reason to Believe. Raison vous permet de regarder les trois cartes du dessus de votre deck, et Believe vous permet ensuite de révéler la carte du dessus de votre deck, et c'est une créature. Vous la mettez en jeu gratuitement. Une de mes préférées, c'est Consign to Oblivion. Pour 2 mana, vous allez renvoyer avec Consign une créature ou un permanent dans la main de son propriétaire. Et Oblivion, vous faites défausser votre adversaire de 2 cartes. S'il ne lui restait que 2 cartes ou moins dans la main, il doit se défausser de la carte que vous lui aviez renvoyée. La combinaison des deux effets, comment ils interagissent, ont une logique mécanique et narrative. Je trouve ces designs absolument incroyables. Et la carte dont je vais vous parler un petit peu plus en détail, c'est Grind to Dust, broyer, cendre. J'aurais énormément aimé qu'ils traduisent cette carte par réduire poussière, réduire en poussière. Je pense que ça aurait été une bien meilleure traduction. Mais en tout cas, on va parler donc de broyer, cendre. 0,22% des cubes sur Cubecubra, soit 803 cubes. On est vraiment sur une carte qui est pas du tout jouée. Et je trouve que c'est une carte mécaniquement hyper intéressante, en plus d'être, comme on l'a dit, extrêmement évocatrice. Broyer est un rituel pour 2 petits manas, dont un noir. Et ça va vous permettre de répartir 2 marqueurs -1/-1, enfin en tout cas de mettre un marqueur -1/-1 sur jusqu'à 2 créatures ciblées. Effectivement, ça réduit. C'est pour ça que je trouve que réduire en poussière aurait été vraiment excellent. C'est-à-dire que vous allez comme ça diminuer, broyer, grind, petit à petit, réduire les créatures de votre adversaire. Mais là où la carte est hyper intéressante, c'est justement avec Cendre, Dust. Un rituel pour 4 mana dont un blanc, qui vous permet d'exiler n'importe quel nombre de créatures ayant un marqueur -1/-1 sur elle. Donc vous avez pour 6 mana un removal qui vous permet d'éliminer 2 créatures de l'adversaire, ou bien 6 mana sur 2 tours, 2 puis 4. Mais vous pouvez aussi vous en servir pour mettre un marqueur -1/-1 sur une créature, tuer une petite créature, et ensuite pour 4 mana, vous finirez la première. Le removal est extrêmement polyvalent.
vous avez la possibilité, si dans votre cube vous avez des synergies avec des marqueurs -1/-1, justement de vous servir de Dust pour détruire, enfin exiler d'autres créatures. Le fait que ça exile, c'est évidemment super fort. Moi je trouve que c'est une carte qui mécaniquement est hyper intéressante parce que c'est un removal qui va scale avec la partie. D'abord vous avez un petit removal à 2 mana qui vous permet de gérer des petites créatures pas très fortes. Mais si jamais vous êtes plus tard dans la partie, vous pouvez combiner le premier effet avec le deuxième pour gérer des créatures beaucoup plus importantes. Et vraiment, d'un point de vue de l'évocation, on est exactement là. Soit vous pouvez vous contenter de réduire les créatures de l'adversaire, encore une fois, de les grind, ou bien vous pouvez grind to dust, les réduire jusqu'à la poussière, les broyer en miettes, puisque vous pouvez vous servir de premier effet pour éliminer avec le deuxième des créatures bien plus grosses. Quelle que soit la cible, vous pourrez l'exiler et vous en débarrasser. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Cet épisode du Maître Cube vous a été présenté par Lucas Forlacroix, votre humble serviteur dévoué aux mystérieux arcanes du game design. La musique est produite par Léa Ikash, les visuels sont réalisés par Ophélie Pimbergry, le jeu de cartes Magic l'Assemblée est produit par Wizards of the Coast. Continuez de jouer à Magic, continuez de cuber, et à bientôt pour un nouvel épisode du Maître Cube.